bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te soku bayibinga bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokindike asalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Ce matin d'avril 1994, la ville se réveille dans ce brouillard quotidien qui recouvre le volcan. Le calme. Mais c'est un calme précaire, car une bombe couve dans cette partie de la région des Grands Lacs. Comment expliquer que les petits Rwandais, plus petits que le plus petit département français, puissent effectivement conquérir sans coup férir un grand pays comme le Congo, 5 fois plus grand que l'Hexagone. Je crois que le Rwanda a su, en tout cas le régime actuel, a su habilement profiter de la coopération militaire, notamment avec l'Ouganda, mais surtout les États-Unis d'Amérique. La crise du Congo commence très probablement avec l'attaque de l'armée patriotique rwandaise en 1990, lorsque Paul Kagame et ses hommes avaient décidé de s'emparer du Rwanda par les armes. Avant l'invasion du Rwanda en 1990, le FPR n'existait pas. Il faisait partie de l'armée ougandaise, mais ils étaient des Rwandais qui avaient grandi en Ouganda et qui parlaient anglais. Ils ont envahi le Rwanda en 1990 et en se séparant de l'armée ougandaise, ils ont été défaits. Ils sont retournés dans la brousse. Paul Kagame, qui avait été entraîné à Fort Leavenworth, est revenu et a pris le commandement. À l'époque, M. Paul Kagame était directeur des services de renseignement en Ouganda. Il a été formé aux États-Unis et c'est au moment où il était en train de suivre sa formation aux États-Unis qu'il est venu sur le terrain pour diriger l'attaque contre le Rwanda. Ils sont passés d'une armée anéantie en 1991 à février 1993 à une armée 10 fois plus grande qui était bien équipée, bien fournie, bien organisée et capable de dominer tout le pays, selon le général Dallaire et non pas selon moi. Et ils l'ont démontré avec une attaque en février 1993 qui a presque pris la capitale. Ils sont donc devenus une force armée importante en 2 ans. Leur objectif était de s'emparer de tout le pouvoir au Rwanda. Cette attaque avait été arrêtée par l'intervention des éléments de la division présidentielle congolaise du président Mobutu. Et à cette occasion, la France a fourni des hélicoptères de combat qui ont permis d'empêcher l'invasion du Rwanda et le fait de pouvoir renverser le président Habyarimana. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1993, 60 Hutus sont assassinés dans une des zones contrôlées par le FPR. C'est déjà le début du génocide. L'armée patriotique rwandaise revient à la charge en 1994. Finalement, les négociations d'Arusha sont intervenues et l'attentat du 6 avril est arrivé. Les négociations d'Arusha visaient tout simplement à permettre un partage du pouvoir entre les rebelles Tutsis et le gouvernement d'Habyarimana, mais le FPR, qui depuis 1990 a pour objectif de s'emparer de l'ensemble du pouvoir, n'a pas accepté les négociations d'Arusha et donc a organisé l'attentat du 6 avril 1994, à la suite d'une réunion qui a eu lieu à Dar es Salaam. Le président du Rwanda et celui du Burundi tués dans un attentat. Leur avion a été pris pour cible par des tirs de roquettes
alors qu'ils allaient atterrir à Kigali. Depuis l'annonce de cet attentat, des affrontements interethniques très violents ont repris et on vient de l'apprendre. Le Premier ministre du Rwanda et 3 observateurs militaires de l'ONU ont été tués. L'objectif était de faire assassiner 3 présidents en même temps, le président du Burundi, le président du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre. Et donc les services de sécurité du président Mobutu l'en ont empêché, il n'est pas parti. L'ONU a des preuves depuis 1997 que Paul Kagame était responsable de l'assassinat de 2 présidents et de son ancien chef d'état-major. Théogène Rudasingwa est parti en exil et a avoué que le FPR avait assassiné le président et que lui-même était impliqué dans cette dissimulation depuis 15, presque 20 ans. Donc, l'idée que l'assassinat du président par cette armée agressive et invasive soit une stratégie politico-militaire semble bien établie. Cet attentat déclenche la guerre entre les 2 camps, l'armée gouvernementale rwandaise et les rebelles du FPR de Paul Kagame, soutenus par l'Ouganda. C'est au cours de cette guerre que le FPR décide de massacrer la population civile, Hutus et Tutsis confondus. C'est à partir de ce moment-là, en réalité, que le Rwanda décide de s'emparer du Congo. Pendant les massacres, la France avait lancé une opération humanitaire, dite opération turquoise. Il ne s'agit pas d'une opération d'intervention politique pour aller départager un camp contre l'autre, c'est une opération humanitaire pour protéger les populations. Au mois de juillet, précisément un mois, le 26 juillet, le président Clinton a lancé une autre opération humanitaire avec le nom de code de opération Support Hope. Donc Support Hope avait pour vocation de faire déplacer une logistique importante, c'est-à-dire des cargos militaires américains ont été envoyés en Ouganda et le président Clinton, les autorités américaines ont signé un accord avec le ministre de la Défense ougandais l'autorisant à ce que Entebbe devienne la plateforme opérationnelle de l'opération humanitaire Support Hope des États-Unis. Et au terme de cet épisode-là, les Américains vont être obligés de déplacer leur armement vers le Rwanda. C'est comme ça que le Rwanda va se retrouver en position militaire extrêmement forte pour mener par la suite ses opérations d'invasion du Congo. La guerre va commencer entre les 2 camps. Et au milieu de cette guerre va avoir lieu les massacres de populations civiles. Le problème, c'est que pendant que les Hutus massacrent leurs compatriotes Tutsis, les Tutsis massacrent également leurs compatriotes Hutus. Et l'armée patriotique rwandaise Tutsi va poursuivre les massacres des Hutus jusque sur le territoire congolais, massacrant aussi les Congolais sur leur territoire alors que les Congolais n'étaient pas du tout mêlés aux affaires rwandaises. Les atrocités, viols, assassinats et massacres sur la population civile et autres crimes contre l'humanité s'étant multipliés dans la partie orientale de la RDC. Plusieurs voix se sont élevées à travers le monde pour défendre la cause du Congo avec une seule question. Pourquoi le Congo est-il agressé? Parce que le Congo possède beaucoup d'or, beaucoup de diamants, beaucoup de platine. Ça, ce n'est pas l'OINI que l'OINI ramène. En tant que l'OINI veut dire la grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire la grande puissance au monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous remarquez ça? All of us are responsible of these failures. Nous sommes tous responsables de cet échec. Pas seulement les grandes puissances, mais aussi les gouvernements africains, les ONG, toute la communauté internationale. C'est un véritable génocide. Les causes lointaines de cette guerre, je pense qu'il faut remonter dans les années 60 avec cette volonté de vouloir toujours annexer une partie du Congo au Rwanda. Et donc c'est ça qui prévaut jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce que je pense M. Paul Kagame a voulu mettre en exécution dans le cadre de son programme politique, c'est-à-dire l'annexion de la RDC, donc la balkanisation du Congo. Et c'est vraiment ça, en fait, la cause profonde de ces interminables guerres qui sévit en RDC. En 1960, aussitôt après l'indépendance du Congo acquise le 30 juin, Patrice Lumumba, Premier ministre,
dénonçait déjà le plan de la balkanisation du Congo par la communauté internationale. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. Balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Sous le regard du colonel Joseph Désiré Mobutu, avec l'aide de la CIA, des Belges et la complicité des Congolais, il est arrêté et assassiné au Katanga, dans le sud du Congo. Son corps n'a jamais été retrouvé et n'a jamais eu de sépulture. Le plan de balkanisation échoue, car Mobutu prend le pouvoir et il obtient tout le soutien de la communauté internationale. Trente années plus tard, le plan est ressorti des tiroirs et remis sur la table. Mais il reste le dernier verrou, cet homme, le maréchal Mobutu. Dès que ce verrou a sauté, après 32 ans de dictature et de règne sans partage, terrassé par la maladie et lâché par l'Occident, les extrémistes rwandais vont profiter pour exécuter leur plan machiavélique. Et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. Quand vous regardez les cartes d'état-major militaire, on comprend très bien que l'objectif de l'armée patriotique rwandaise, c'est de pousser toutes les populations du Rwanda vers l'est du Congo, parce qu'à ce moment-là, l'armée patriotique rwandaise a pour objectif de prendre le Congo. Fuyons les massacres et assassinats bien ciblés. La population rwandaise est obligée de se réfugier à Goma et Bukavu, en République démocratique du Congo. Plus d'1 million de personnes se sont retrouvées concentrées dans un espace aussi réduit, favorisant la transmission du sida, provoquant des épidémies de choléra et autres maladies. Le 12 octobre 1996, la coalition Rwanda-Burundi-Ouganda agresse le Congo en créant une alliance dénommée AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec à sa tête Laurent Désiré Kabila. Après la chute du maréchal Mobutu, il prend le pouvoir le 17 mai 1997 et prête serment en présence de ses pairs dans un stade archi-comblé. La Cour invite M. Laurent Désiré Kabila à assumer les fonctions de chef de l'État de la République démocratique du Congo. Je jure fidélité à la nation. Il était loin de se douter que certains d'entre eux avaient un agenda caché, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Leur premier objectif étant d'infiltrer entre 35 000 et 45 000 soldats rwandais et ougandais au sein de l'armée congolaise, afin d'asseoir leur pouvoir hégémonique au Congo. C'est à l'époque où Laurent Désiré Kabila est chef de l'État. Nous avons comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un que les Congolais ont identifié comme n'étant pas congolais mais comme étant rwandais et qui est venu lui dire à la télévision « Je suis congolais ». Nous sommes des Congolais, on ne sommes pas des Congolais. Le 2 août 1998, le Congo est encore agressé par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, ce qui consacre définitivement la rupture entre Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés. Et le Congo résiste grâce à l'intervention de l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Les dirigeants du Rwanda tiennent le Congo pour une colonie, un domino, où ils vont nommer les dirigeants de notre peuple et où ils vont se servir gracieusement, impuniment, comme vous les avez vus, lorsqu'alliés à nos forces de libération,
Ils se sont livrés ici à une série de crimes que nous avons décriés. Profitant de ses appuis, le Rwanda déclenche une tentative de coup d'État contre Laurent Désiré Kabila, en tirant sur la population civile. La secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, fait alors pression sur le pouvoir de Kinshasa. Même dans une société radicalement injuste, on n'a jamais rien vu de tel. Vous êtes agressé chez vous. Vous réagissez en légitime défense et c'est vous qui êtes condamné. Moi, je vous ai toujours dit, avec la Albright, Madame, vous vous rendez compte, quand on a déclenché le fameux coup d'État là, le lendemain, c'est elle qui sonne pour dire, Monsieur Kabila, nous ne sommes pas d'accord avec l'extermination des Tutsis. Le lendemain du coup d'État. Où est-ce que vous les avez vus exterminer? Je dis, Madame, mais vous êtes malvenue. Ces agresseurs viennent nous agresser et vous vous dites que nous sommes en train de les exterminer. Vous voulez donc qu'on croise le bras, que viennent faire? C'est vous qui les avez envoyés en mission ou c'est quoi? Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné et remplacé par son fils, Joseph Kabila. L'ignoble assassinat du chef de l'État a fait que les hautes charges de la magistrature suprême me soient confiées. Cette agression a conduit le Congo jusqu'aux accords de Sun City en Afrique du Sud, afin qu'il partage le pouvoir avec les belligérants. Vous savez comment ça s'est passé à Sun City? Le 1+4. Et on prend tous ces bandits qu'on a appelés les composants, qu'on a appelés les entités, et on les met tous dans les pouvoirs. Voilà le comble quand je dis que les causes externes de cette guerre viennent de très loin. Donc à partir de Sun City, avec le mixage, c'est le virus qui ronge actuellement l'armée congolaise. M. Kabarebe, qui a donné toute la situation de notre armée, de la base. Il parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'armée congolaise. Et un journaliste qui a dit, mais vous êtes ministre de la Défense au Rwanda, mais vous avez la situation de l'armée congolaise à la minute, puisqu'il a déjà infiltré suffisamment cette armée. À travers ces accords, et sous la pression de la communauté internationale, plusieurs criminels rwandais ont été récompensés en accédant à des postes de haute responsabilité au Congo. Tous les accords qui ont été signés avec les agresseurs du Congo ont été des accords politiques qui ont systématiquement mis les étrangers en position d'autorité et de pouvoir politique, de possibilité de conquérir le pouvoir politique au Congo. À chaque guerre, à chaque cycle de violence, ces mouvements recourent toujours au même mode opératoire, au même modus operandi. C'est-à-dire que les Rwandais, et pas seulement le Rwanda, mais Kagame et Museveni, fabriquent des pseudo-rébellions congolaises. Ce ne sont pas des accords qui ont été faits dans le but de pacifier le Congo, puisque le Congo n'a jamais été pacifié. Ce ne sont pas non plus des accords qui étaient à l'avantage des Congolais, puisque tous ces gens sont devenus des interlocuteurs politiques et des interlocuteurs influents dans l'armée congolaise. Donc, c'est comme si le Congo a été successivement victime de défaites militaires, et qu'au terme de ces défaites militaires, on a consacré le pouvoir politique étranger dans l'appareil d'État congolais. Après chaque agression, le Rwanda et l'Ouganda présentent des milliers de soldats ou autres agents rwandais et ougandais comme étant des Congolais en vue de les infiltrer dans l'armée et les institutions congolaises. Mais leurs chefs de guerre vivent paisiblement à Kigali sans la moindre inquiétude d'être extradés. Tels les cas de Laurent Nkunda Batware, Jules Mutebouzi, Sultani Makenga et bien d'autres. On a vu donc des Rwandais propulsés à des postes stratégiques,
Alors que ces Rwandais étaient manifestement des chevals de Troie. Manifestement, c'était des infiltrés. Et beaucoup d'autres de ces infiltrés sont encore là. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que le Congo puisse connaître la paix? Car, sans le Congo, Paul Kagame ne vaut rien. Ce sont les minerais de la RDC qu'il pille et commercialise avec l'aide de certaines multinationales. Kagame a été placé à la tête de l'État rwandais comme le sous-traitant du vol des matières premières et des ressources naturelles du Congo par les multinationales et par les grandes puissances. C'est pour cette raison qu'il jouit d'une impunité totale. Il y a des quartiers au Rwanda qui ont le nom de Merci Congo parce que l'essentiel des minerais du Congo servent à nourrir ces familles. Le Rwanda est devenu exportateur de coltan alors qu'ils n'ont pas un gramme de coltan dans leur sous-sol. C'est quand même curieux pour dire que Kagame a développé son pays et que par conséquent il peut commettre des crimes comme l'ONU. Les lobbies n'ont aucune considération pour l'être humain. Quel sort réserve-t-il alors à l'Africain? Il y a effectivement des entreprises qui achètent le minerai au plus offrant et qui donc n'ont pas de problème à l'acheter au Rwanda. Et puis il y a une communauté internationale, entre guillemets, qui déploie certains moyens pour que la situation ne dégénère pas complètement. Et c'est le sens de la mission d'observation des Nations Unies qui a été déployée au Congo, avec d'abord 5 000, 10 000, 12 000, puis finalement 17 000 hommes, qui essayent de donner un cadre, essayent d'empêcher que des massacres terribles se produisent, et réussit avec un certain succès cette mission-là. Plusieurs rapports des Nations Unies ont prouvé que le Rwanda finançait les rébellions à l'est du Congo, que le Rwanda était impliqué dans le pillage des minerais au Congo, que des entreprises rwandaises dans lesquelles le président Kagame est membre du conseil d'administration étaient impliquées dans le trafic illicite des minerais au Congo. Au mois d'avril 2014, Paul Kagame est invité à Bruxelles pour participer au sommet Union européenne-Union africaine. C'est une erreur de l'avoir invité. Pourquoi? Parce que nous le considérons comme étant un criminel. Criminel parce qu'il y a l'assassinat de deux présidents rwandais et burundais, le 6 avril 1994. Et puis il y a des massacres qui ont été commis au Congo, alors que d'autres présidents qui ont commis les mêmes crimes, comme Milosevic, ont été conduits en prison, ou ils sont morts, ou alors M. Charles Taylor du Libéria, et j'en passe, ne parlons pas de Gbagbo. On a décidé de ne pas parler des crimes commis par Kagame, c'est une bonne récompense politique. 2, on va fermer les yeux sur le régime de Kagame, donc sur toutes les atrocités qu'il commet, y compris sur le niveau de dictature que est devenu ce régime, parce qu'il rend des services aux multinationales et aux grandes puissances qui veulent les minerais au Congo. Fort de ce soutien, Paul Kagame a attrapé la grosse tête et joui d'une impunité totale. Mais pas pour autant la vie éternelle sur cette terre des hommes. Monsieur Paul Kagame affiche une certaine arrogance vis-à-vis du Congo, vis-à-vis des Hutus, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Belgique, parce qu'il sait qu'il était soutenu en 1994 par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par Israël. Quand vous avez ces 3 pays derrière vous, vous pouvez vous permettre d'être arrogant. Si il n'avait pas ces pays derrière lui, il y a longtemps que les crimes de M. Kagame auraient été mis en lumière par une juridiction internationale, y compris par le tribunal pénal international. Le Congo a tendu la main au Rwanda en invitant le président Paul Kagame aux festivités marquant le 50e anniversaire de son indépendance. Non seulement Paul Kagame fait attendre toutes les personnalités conviées à cette cérémonie, notamment le roi des Belges. Il arrive en retard et affiche publiquement un mépris à l'égard de ses hôtes en lisant un magazine en plein défilé du cinquantenaire du Congo, avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Le fait de se déplacer et d'aller commettre des atrocités au Congo est simplement un plan qui avait été prévu
par les mentors du FPR que lorsque le Kagame allait prendre le pouvoir au Rwanda, le premier objectif était d'envahir le Congo pour s'occuper des minerais de l'Est du Congo. C'était ça le plan et la stratégie a été effectivement mise en place de cette façon-là. Notre commission sénatoriale belge a conclu sans ambiguïté possible qu'au moins 3 mois avant le début du génocide, la Belgique, la France, les États-Unis et le secrétariat des Nations Unies avaient connaissance de l'existence d'un plan de génocide ou de massacre à grande échelle. C'est simplement un criminel de guerre qui est à la tête de l'État rwandais, qui a transformé l'État rwandais en un État voyou, puisque cet État-là viole le droit international en commettant des atrocités et des massacres sur le territoire congolais, un territoire dont les populations n'ont jamais fait de mal à aucun Rwandais sur le territoire rwandais. Beaucoup de crimes qui ont été commis en 1994 ont été commis par des éléments Tutsis de l'armée patriotique rwandaise et on les a imputés à des Hutus. Donc, si on mène des enquêtes, si on travaille dans cette direction aussi, on va constater qu'il y a certains Hutus qui ont été accusés d'avoir commis des massacres contre des Tutsis, alors que c'est les éléments de l'armée patriotique rwandaise qui ont tué les Tutsis. Le FPR de Kagame dit par exemple que des bébés de 4 ans ont planifié un génocide. Des enfants de 4 ans, des femmes qui fuyaient vers le Congo avec leur bébé dans le dos et ont planifié un génocide. C'est absurde. On est dans une situation où, puisque la communauté internationale a désigné d'office les coupables comme étant les Hutus, alors personne ne veut regarder ce que faisaient les éléments Tutsis de l'armée patriotique rwandaise pendant cette période. Too many people are suffering. Too many people are sad. Too little people got everything. Kagame avait porté son choix sur des chefs de guerre qui n'auraient pas d'état d'âme vis-à-vis des Congolais. Kunda Batware, Bosco Ntaganda, Jules Mutebusi et bien d'autres, afin qu'ils accomplissent sa sale besogne au Congo. North, south, east and west, remake the world. Gotta prove that you're the best. Remake the world. Be you black, be you white, yeah. Ces agresseurs sèment la terreur pour pousser les populations congolaises à quitter définitivement leur village, avec des enfants en bas âge parcourant des centaines de kilomètres à pied, et parfois même pieds nus. Après avoir quitté Goma, ces agresseurs regagnent leur quartier général, dansent et chantent de joie pour célébrer leur massacre. Suite à toutes ces atrocités quotidiennement vécues, même les plus jeunes sont traumatisés en entendant le nom de Paul Kagame. Cette guerre qui fait le bonheur des uns fait aussi le malheur des autres. Baouma a 10 ans. Il quitte chaque jour sa ville de Saké pour aller travailler dans la ville de Goma à 27 km. Il fait ainsi 54 km à pied tous les jours pour gagner $5 et ainsi faire survivre le reste de sa famille. Il n'est qu'à mi-chemin du retour. Saké est encore loin, très loin, derrière ces montagnes, à 3 heures de marche. Le mensonge que le FPR a imposé au monde entier fait que aujourd'hui, certains Tutsis commencent à ouvrir les yeux, à se rendre compte que non seulement ils ont été victimes des Hutus qui les ont massacrés, mais ils ont d'abord été victimes
de l'action du FPR qui avait besoin de leur cadavre pour justifier sa prise de pouvoir. Washington, Chicago, Paris, Bruxelles, Londres, New York. Les manifestations se multiplient à travers le monde contre Paul Kagame, contre sa dictature et contre l'agression du Congo par le Rwanda. À Goma, la population manifeste contre Paul Kagame, mais aussi contre les autorités locales, pour ne pas l'avoir assez protégé. En 2004, après avoir mis en déroute l'armée rwandaise dans l'est du Congo, le général Félix Mbuzamabe a subi des menaces publiques de la part de Paul Kagame, exigeant du Congo de déplacer ce vaillant soldat de cette région. Quelques années plus tard, il meurt empoisonné. Les femmes ont été la cible première de cette guerre. Pourquoi? Parce qu'on a voulu déstructurer toute une société et la décimer pour demain vider en fait le Nord Kivu de sa population et pour pouvoir implanter une nouvelle population qui viendrait du Rwanda et de ces faits demain dire voilà, ce sont les Rwandais qui sont majoritairement installés dans le Nord Kivu et de ces faits-là, on évoquerait alors les droits des peuples et ça permettra tout doucement comme ça de pouvoir annexer le Nord Kivu au Rwanda comme certains l'ont demandé. Le président Sarkozy a dit qu'il fallait que le Congo partage ses richesses et ses territoires avec le Rwanda. À l'hôpital de Panzi, à Bukavu, le docteur Denis Mukwege prend en charge des milliers de femmes et enfants victimes de viols collectifs. Le 25 octobre 2012, il échappe de justesse à un attentat chez lui. La France lui a remis la Légion d'honneur pour service rendu à l'humanité, lors d'une cérémonie en présence de Madame Valérie Trierweiler. La guerre de l'Est avait changé de terrain. Au lieu que la guerre puisse être traditionnelle, cette guerre s'est passée sur le corps des femmes. Nous avions eu des bébés même de 2 ans, violés par des adultes, et nous avions eu des grands-mères de 80 ans. C'est un crime contre l'humanité et par rapport aux femmes, c'est un fémicide. C'est l'équivalent un peu, on pourrait dire, du génocide, mais c'est par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 8 millions de morts au niveau de l'Est de la RDC et ce sont la plupart du temps des femmes violées dans leur intégrité physique. Je pense qu'on ne peut plus les taire. Et c'est par rapport à ces chiffres-là, par rapport au rapport des Nations Unies, qu'on peut confirmer aujourd'hui que M. Kagame ainsi que M. Museveni sont des criminels de guerre. Maintenant, on sait que le tribunal de l'ONU pour le Rwanda est le seul tribunal international de l'histoire, et j'espère le dernier, qui a été obligé de poursuivre les 2 camps dans une guerre, mais qui finalement n'en a poursuivi qu'un seul. Cela signifie soit que c'est la guerre de l'histoire dans laquelle un seul camp a commis des crimes, soit c'est le tribunal des vainqueurs, de la même manière que les tribunaux de Nuremberg et Tokyo. Et sa mise en place a été orchestrée par l'ONU. Ce qui veut dire que c'est une manipulation à des fins politiques par des pouvoirs qui avaient la capacité de le faire. Dès qu'un Tutsi meurt, c'est un génocide. Mais quand des millions de Congolais sont massacrés, c'est le silence total. C'est comme si un crime commis au sud n'est pas considéré comme un crime au nord. Carla Del Ponte m'a confié, lorsque je l'avais rencontrée à La Haye avant qu'elle ne soit évincée, elle m'a dit que Kagame lui a clairement dit que vous n'êtes pas venu ici pour mettre en accusation les éléments de l'armée patriotique rwandaise. Mais qu'est-ce que c'est que ces discours et qu'est-ce que c'est que cette arrogance vis-à-vis du procureur? Quand Mme Del Ponte poursuivait les Hutus, elle était une très bonne procureure. Quand elle a voulu poursuivre les éléments Tutsis de l'armée patriotique rwandaise, elle est devenue une mauvaise procureure et on a décidé de l'évincer. Et c'est avec l'aide des États-Unis, de la Grande-Bretagne, que Mme Carla Del Ponte a été évincée du tribunal. Et avec la complicité de Kofi Annan, qui lui a refusé complètement que le rapport Gersony, qui était le rapport d'un expert américain, soit versé au dossier pour que les poursuites puissent être diligentées contre les rebelles Tutsis de l'armée patriotique rwandaise. Voilà la vérité.
Le tribunal a reçu le mandat d'enquêter sur tous les crimes qui ont été commis au Rwanda du 1er janvier au 31 décembre 1994, y compris l'attentat, mais on a enlevé l'attentat du calendrier du tribunal et on a enlevé tous les crimes qui ont été commis par la rébellion Tutsi de Paul Kagame. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous voyons la justice internationale en action. Quand Carla Del Ponte a accumulé des preuves, le procureur du tribunal a accumulé des preuves impliquant M. Kagame et ses hommes, elle a été renvoyée purement et simplement de son poste de procureur du tribunal pénal international. Donc on est là devant une mascarade judiciaire, devant un tribunal politique qui juge une partie et écarte l'autre partie de façon totalement arbitraire et sans aucune logique judiciaire. En juin 2000, se disputant le leadership au Congo, les armées rwandaises et ougandaises s'affrontent en pleine ville de Kisangani, causant des dégâts humains et matériels très lourds. C'est la guerre des 6 jours. Cette barbarie fut condamnée par la Cour pénale internationale, qui imposa à l'Ouganda de payer à la RDC 10 milliards de dollars. En revanche, le Rwanda, qui avait refusé de ratifier le traité de Rome, a pu être exonéré. On n'a jamais fait justice au Congo. On n'a jamais puni les assassins. Même là où il s'est agi des crimes imprescriptibles, notamment des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, eh bien, on a chaque fois recouru à des amnisties ou à l'impunité tout simplement. Quand on est devant une telle injustice, quand on est devant une situation aussi ubuesque, bon, on est obligé de se dire que non seulement le tribunal pénal international n'a pas rempli sa mission, l'échec est total, puisque une des recommandations qui était faite au tribunal, c'était au terme de son processus de parvenir à la réconciliation nationale, c'est-à-dire à réconcilier les Tutsis et les Hutus. Mais comment pouvez-vous réconcilier les Tutsis et les Hutus si vous n'avez choisi de poursuivre que les Hutus en laissant tous les crimes commis par les Tutsis contre les Hutus? Et si on avait laissé Carla Del Ponte faire son travail jusqu'au bout, eh bien, on aurait été surpris par l'ampleur des crimes commis par les Tutsis de l'armée patriotique rwandaise, puisque ces crimes se sont perpétués sur le territoire congolais avec des atrocités jamais vues dans le continent africain. Kagame joue avec les Hutus, il joue avec les populations rwandaises, il ramasse des cadavres, des crânes de Hutus, des ossements de Hutus, il les expose. Comment vous arrivez à reconnaître le crâne d'un Tutsi du crâne d'un Hutu? Il met tout ça ensemble, il prend même des crânes de Congolais, il les expose là en disant que tout ça c'est le résultat du génocide Tutsi. Il n'a pas de limite dans le mensonge. Moi, je suis incapable de reconnaître le crâne d'un Hutu, le crâne d'un Tutsi, le crâne d'un Congolais. Mais lui, il sait que les crânes qui sont là, tous les crânes qui sont là sont les crânes des Tutsis. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un tel niveau de mensonge et de cynisme? Pour des raisons politiques, il est nécessaire pour le gouvernement de les considérer comme des dépouilles Tutsis, puisque désormais,
il est d'application légale pour les Hutus rwandais de s'excuser auprès des Tutsis rwandais d'avoir joué un rôle dans le génocide. Même s'ils étaient peut-être trop jeunes pour avoir participé aux actions à ce moment-là, c'est en fait une question de culpabilité collective qui est imposée à la majorité Hutu. En utilisant l'argument du génocide, Paul Kagame a fait taire toute possibilité qu'on comprenne comment il est arrivé au pouvoir et quelles étaient ses ambitions par rapport au Congo. Parce que sans le génocide, la prise du pouvoir de Kagame par la force n'est pas crédible. Elle ne peut pas être crédible. Et elle serait considérée simplement comme un coup d'État militaire, brutal et violent, qui mériterait un jugement. C'est cependant quelque chose que personne ne peut reconnaître, sinon on se retrouverait dans la même situation que Madame Ingabire lorsqu'elle est sortie de l'avion, et elle a demandé où étaient les monuments aux morts des victimes Hutus du génocide. Au départ, Madame Ingabire était accusée d'idéologie génocidaire pour avoir dit que tous avaient été victimes du génocide, autant les Hutus que les Tutsis. Donc, je suppose qu'à la base, il s'agissait d'une accusation de déni de génocide. Quoi qu'il en soit, après les élections de 2010, avec la victoire écrasante de Kagame, et après la dénonciation de ces élections par le département d'État d'Obama comme n'étant pas des élections en règle, Madame Ingabire a encore été arrêtée puis poursuivie en justice et à travers plusieurs procédures judiciaires et va maintenant purger une peine de presque 20 ans de prison pour des accusations de complot pour renverser le gouvernement et pour son négationnisme face au génocide. Mais son crime majeur est sans doute sa course à la présidence soutenue par les opposants de Kagame. Ce que j'ai vu des preuves déposées contre elle au jugement était assez limité et semblait avoir été fabriqué. Il y avait quelques reçus et d'autres éléments de cet ordre qui n'étaient pas vraiment liés à elle. Mais je pense que ceux qui connaissent le Rwanda comprennent que les tribunaux rwandais sont liés à ce que le président Kagame veut que la Cour accomplisse. Et puisqu'elle est un leader politique connu nationalement et internationalement, elle représente une menace évidente pour M. Kagame. Le pouvoir de Paul Kagame est aujourd'hui considéré comme un régime néo-nazi tropical. Tous les rapports démontrent et considèrent Paul Kagame comme le plus grand criminel de guerre en vie. Tous les Tutsis qui savent ce que Kagame a fait méritent d'être tués. Tous les Hutus qui ont vu Kagame et son armée commettre des atrocités doivent être emprisonnés à Arusha pour génocide. L'opposition n'est pas tolérée au Rwanda. On retrouve parfois des cadavres jetés dans la rivière Nyabarongo. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2014, l'ancien chef des renseignements rwandais en exil devenu opposant, Patrick Karegeya, est assassiné à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au cours d'une conférence de presse, Paul Kagame a déclaré publiquement que quiconque trahit notre cause deviendra une victime. Il reste seulement à savoir comment. Ce message clair de M. Kagame laisse entendre que tous les dirigeants de ce monde qui tenteraient de l'empêcher d'exécuter son plan seraient mangés à la même sauce. Non seulement cet assassinat n'a pas laissé indifférentes les autorités américaines, mais cela a aussi conduit les autorités locales à expulser des diplomates rwandais et burundais d'Afrique du Sud. Depuis 7 ans, au moins, il y a eu plusieurs rapports sérieusement documentés. Et donc, ces rapports n'ont donné suite à aucune décision politique, à aucune condamnation, même formelle. L'ONU a émis des rapports depuis 2001. Il y a le rapport 2001, 2002, 2003 et 2008. Il y a le rapport Mapping de 2010. Tous ces rapports parlent des invasions massives et du vol des ressources de l'Est du Congo par le gouvernement rwandais.
détaillant les violations des droits humains par le FPR au Congo entre 1993 et 2003 et les tueries en masse des Hutus. Ces rapports ONU comprennent les noms des associés de M. Kagame et de M. Museveni de l'Ouganda. En visite officielle au Congo en 2009, au cours d'une conférence de presse, Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, demande aux Congolais de passer l'éponge sur le passé. Avec des propos comme les propos de Madame Hillary Clinton, comment voulez-vous que M. Kagame ne soit pas arrogant? Parce que il négocie sûrement en coulisses pour dire voilà, demandez-leur d'oublier et puis moi je suis tranquille. Non, je pense que Madame Clinton a commis une grave erreur de demander aux Congolais d'oublier et tout. Il faut une justice et puis après on va s'asseoir, on va dialoguer. Elle était à la Maison-Blanche avec Bill Clinton quand ils ont décidé de renverser le président Mobutu, quand ils ont décidé de monter l'armée rwandaise avec l'armée ougandaise pour venir à Kinshasa, installer James Kabarebe, l'actuel ministre de la Défense du Rwanda, comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Elle était à la Maison-Blanche. Nous avons eu une très bonne discussion, constructive, franche, ouverte et complète. Comme l'a mentionné le ministre des Affaires étrangères, j'ai dit au président que le président Obama et moi-même voulions voir l'arrivée d'une nouvelle ère. La même année, c'est Nicolas Sarkozy, le président français, qui suggère aux Congolais de partager ses ressources naturelles avec le Rwanda. Quant à la région des Grands Lacs, cela pose la question de la République démocratique du Congo, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses. Dire, comme le président Sarkozy a dit que les Congolais devraient partager ces richesses, qu'ils partagent par exemple les richesses de la France avec l'Italie, qu'ils partagent les richesses de la France avec le Portugal, qu'ils partagent les richesses de la France avec la Grèce. Les Français l'accepteraient? Malgré toutes les preuves démontrant l'implication rwandaise et ougandaise en République démocratique du Congo, notamment le rapport Mapping des Nations Unies, malgré leurs démentis, les cours de stratégie militaire sont donnés en anglais et traduits en swahili, dans un accent typiquement rwandais, par des officiers rwandais et ougandais. Si une fois ces contingents sud-africains, tanzaniens et Malawi viennent à nous attaquer dans nos positions, nous sommes prêts à répondre. Nous sommes prêts à faire la face avec tout l'ennemi. Parce que notre revendication est légitime. Quiconque nous fera la guerre, il nous trouvera ici. Il nous trouvera à Bunagana, il nous trouvera à Rutshuru, il nous trouvera à Kibumba, il nous trouvera dans les espaces que nous contrôlons. Alors que les militaires du mouvement M23 se lancent sur la ville de Goma et ses environs. Ils finissent par se retirer le 30 novembre 2012 sous la pression de l'ONU et suite à un appel du président américain Barack Obama à Paul Kagame, lui exigeant la cessation immédiate de tout soutien au M23. Le gouvernement de Kinshasa s'insurge contre toute possibilité de formaliser la trêve que nous observons depuis que nous avons quitté la ville de Goma en date du 31 novembre 2012. Et pour comble, ils inventent sur un document officiel la date du 31 novembre qui n'existe dans aucun calendrier. M23 is not a government. M23 is one armed group, illegal. Le M23 n'est pas le gouvernement, c'est un groupe armé illégal. With one long list of crimes. Avec une longue liste de crimes. Mais qui est Paul Kagame ? Il a d'abord été formé en Ouganda par Museveni, dont le travail de fin d'études en Tanzanie était basé sur le thème de la violence. Museveni avait conclu à l'époque dans son mémoire que son modèle était Adolf Hitler. Yoweri Museveni est le premier mentor de Paul Kagame.
Le nombre de crimes commis par Paul Kagame dans la région des Grands Lacs dépasse toute compréhension humaine. Et il reste pourtant impuni. Ce sont des crimes jamais commis par un seul individu dans toute l'histoire de l'humanité. Nous avons tenu également à signifier à Madame l'envoyée spéciale qu'il y a des informations concordantes qui font état de la présence des forces armées de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Nous les femmes, nous voulons la paix. Nous ne pouvons même plus aller au champ. Lorsque nous nous y rendons et que l'on se retrouve en face de rebelles, ils nous violent. Tant les femmes de l'Est ou les gens qui habitent la région de Goma, les associations Human Rights Watch l'avaient dénoncé, mais personne n'a voulu y croire jusqu'au moment où il y a eu ces rapports des Nations Unies qui a cité nommément M. Kagame et M. Museveni dans cette guerre qu'aujourd'hui on semble croire qu'en effet Rwanda et l'Ouganda sont à la base des différentes rébellions ou guerres d'invasion qui sévit à l'est de la RDC. Nous ne pouvons regarder nos sœurs de cette région du Congo se faire violer. Elles se font souiller, nos enfants se font tuer. En tant que femmes africaines, nous ne pouvons plus regarder et laisser continuer de telles atrocités. Ici, j'ai pu voir, grâce à mes expériences et mon temps passé au Congo, comment les groupes armés ont maltraité la population. Le rapport du secrétaire général fait état des informations crédibles selon lesquelles le M23 a continué à recruter et est redevenu actif dans l'Ituri. Ce mandat nous oblige d'aider le gouvernement congolais de rétablir l'autorité de l'État dans chaque mètre carré du pays. Plusieurs centaines de soldats rwandais et ougandais ont été capturés. Certains d'entre eux se sont rendus entre les mains de l'armée congolaise. Les FARDC a regagné la possession à Chansu. Avec ça, on a fini avec M23. C'est un succès très important pour cette paix. Oui, ici, avec des prisonniers de guerre, j'ai discuté avec eux les conditions de vie. C'est avec cet armement venu du Rwanda que le M23 tirait sur la population civile congolaise. On n'a pas encore utilisé ça dans notre armée. Et puis même ici, de l'autre côté, à Goma, lorsqu'on a quitté Goma, on n'a pas laissé des armes pareilles. On va montrer maintenant effectivement des soldats ou des personnes qui venaient de l'Ouganda et du Rwanda. Donc il faudra donner le temps aux enquêteurs de confirmer un petit peu tout ça. Moi, je suis de l'Ouganda. Moi, j'étais dans le 811e régiment dirigé par le colonel Zimouinda. Cette fois, on a vu qu'avec la Force Brigade et l'UNESCO, en soutien du FARDC, on a réussi à empêcher le M23. Et maintenant, ils sont affaiblis. Et ce que nous avons discuté, c'est que c'est clair que le M23 doit cesser cette violence. La République ne peut pas accepter d'intégrer au sein de son armée des étrangers pour ne pas y créer encore d'autres infiltrés. Donc c'est ça, au niveau du gouvernement congolais, on rejette totalement la déclaration du porte-parole de l'armée ougandaise faisant état de la présence de 1700 personnes auprès de Makeni. Ça pour nous c'est faux et archi faux et c'est une stratégie de chercher à infiltrer encore une fois au sein de nos forces armées d'autres criminels. Et la Russie soutient toujours votre ligne politique pour garder toujours votre intégrité territoriale.
Aujourd'hui, personne ne proteste contre l'occupation des postes stratégiques de la défense du Congo par des éléments de l'armée rwandaise. Donc je pense que les Congolais doivent les mettre tous dehors. Tous. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Comme on dit, chacun chez soi et les vaches seront mieux gardées. Bosco Ntaganda, ancien militaire de l'armée rwandaise, devenu général congolais suite aux accords de paix à Mani, puis chef du M23, a pu enfin être poursuivi en tant que Congolais par la Cour pénale internationale qui avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Devenu donc témoin gênant pour Kigali, il s'est senti en danger et savait qu'il ne pouvait plus retourner auprès de son maître au Rwanda. Sachant que son téléphone était sur écoute, il a téléphoné au FDLR, que le Rwanda a toujours présenté comme des génocidaires, leur demandant de lui laisser un couloir pour aller vers Goma. Les services rwandais ont donc cru que Bosco Ntaganda resterait au Congo. Cependant, il est plutôt allé dans le sens inverse vers Kigali. Il est passé comme n'importe quel citoyen rwandais, traversant tout le Rwanda jusqu'à l'ambassade des États-Unis pour se rendre et se faire transférer à la Cour pénale internationale. Je peux confirmer que ce matin, Bosco Ntaganda, l'un des leaders du mouvement du M23 recherché par la CPI, s'est rendu à l'ambassade américaine de Kigali. Il réclame son transfèrement devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il est allé à la CPI où il a déclaré qu'il voulait être interrogé dans sa langue maternelle qui était le Rwanda et où donc il a dévoilé, aussi au vu de tout le monde, il a dévoilé qu'il était rwandais. Le seul chef du M23 à avoir été mis en examen au tribunal international criminel a déclaré que son origine ethnique et sa nationalité étaient congolaises, alors que tout le monde savait qu'il était rwandais. Mais le tribunal a accepté de continuer le procès sans le considérer comme rwandais, ni comme un ancien militaire de l'armée rwandaise. Donc, il y a un monde politique qui opère en parallèle avec le monde judiciaire. Tous ces gens-là, comme marionnettes du Rwanda, ils travaillent pour le compte du Rwanda ici. L'Union européenne a financé ce qu'ils ont appelé le programme de désarmement, démobilisation, où des truands, des criminels de guerre, des gens qui ont violé des femmes à l'Est du Congo, ont été intégrés dans l'armée congolaise. C'est-à-dire que ceux qui ont commis l'insécurité au Congo sont devenus ceux qui devraient sécuriser les Congolais. Vous voyez à quel niveau on pousse le cynisme dans cette histoire. Ça fait 53, 54 ans, plus d'un demi-siècle que vous avez ces problèmes-là. Le M23, c'est vrai. On a plus de 600 rebelles du M23. Ils sont au Rwanda. On est un État de droit. Et on respecte les droits humains. On respecte les droits internationaux. Donc, il est grand temps qu'on cesse de pleurnicher. Chaque fois de venir ici, de taper sur le Rwanda. Vous étiez ici en train de clamer haut et fort, de lancer des fleurs sur le soi-disant groupe des experts, leur rapport et autres. Lisez bien ce rapport. C'est ce rapport qui dit, cher ami, que les FARDC collaborent avec les FDLR. Vous avez fait allusion à l'accord cadre de paix. On veut bien s'asseoir avec vous. On veut bien aider le Congo et les Congolais avec nos maigres moyens. Quant aux FDLR, c'est vrai, le génocide a été commis par des Rwandais sur d'autres frères rwandais. Mais hélas, ils vivent chez vous. S'il le faut, il y a des mesures répressives qui seront prises. Donc j'espère que, et je souhaite, que ce soit aujourd'hui, la toute dernière fois qu'on vienne ici se lancer des pierres
comme si on n'avait pas d'autres lieux pour pouvoir régler nos propres problèmes dans les jours à venir. Donc, l'Ouganda ne fera pas de camp de concentration pour les M23. Le Rwanda de même. Je vous remercie, Monsieur le Président. أعطي الكلمة الآن إلى ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais réagir à la déclaration faite tout à l'heure par le représentant du Rwanda, membre du Conseil de sécurité. Je voudrais dire, Monsieur le Président, que la République démocratique du Congo est un pays souverain qui n'a pas à recevoir les ordres du représentant du Rwanda, même s'il est membre du Conseil de sécurité. Il n'a pas à nous interdire de venir devant cette instance internationale poser nos problèmes comme le font les autres États. Ce que nous disons tout à l'heure là, ça ne vient pas de nous. Ça vient des experts, Monsieur le Président, que votre organe, le Conseil, a mandaté pour aller sur le terrain. Ce sont ces experts-là qui ont constaté les faits et qui les ont mis sur table. Si le Rwanda veut s'opposer à ce que les experts disent, qu'il s'adresse aux experts commis par vous, avec le Rwanda y compris. Nous sommes un pays souverain. Il doit pouvoir nous respecter. Et il doit cesser avec cette arrogance-là. L'ambassadeur Gassana dit que le Rwanda est en train d'aider la République démocratique du Congo et veut l'aider. Nous voulons dialoguer, Monsieur le Président, avec des gens sincères, des gens qui ne sont pas hypocrites, des gens qui disent clairement ce qu'ils veulent. Vous savez très bien que les Nations Unies ont initié un instrument qui est l'espoir, qui doit aujourd'hui ramener la paix dans la région, l'accord cadre. Et cet accord cadre n'est pas respecté par le Rwanda, n'est pas respecté par l'Ouganda. Ce n'est pas nous qui le disons. Le 13 janvier, ici, devant votre conseil, vous avez suivi les rapports faits par Mme Robinson. Et Mme Robinson, dans son intervention, l'a dit clairement. Mais que le Rwanda s'adresse à Mme Robinson pour lui dire qu'elle est en train de raconter des mensonges. Et nous, la République démocratique du Congo, parce que nous tenons à la paix, et quand nous relevons ces faits, nous devons venir ici pour recevoir des leçons de l'ambassadeur Gassana. Il doit pouvoir respecter notre pays. Il doit cesser avec cette arrogance-là. Vous êtes avec eux ici au Conseil tout le temps. C'est vous qui suivez vos délibérations. Mais nous savons comment ces pays se comportent ici au Conseil. Ils n'ont jamais rien accepté. Ils nient tout systématiquement. Même ce qui est clair, c'est que tout le monde voit que là, c'est clair, et ils ne voient pas. Monsieur le Président, le Rwanda était chez nous au Congo. Je ne sais pas pendant combien d'années. L'ambassadeur Gassana ici peut nous dire combien d'éléments FDLR leur armée a arrêté. Il pourra le dire ici. Mais par contre, la MONUSCO peut témoigner des éléments de FDLR que notre armée a mis à la disposition de la MONUSCO, qui sont allés au Rwanda et qui ont été recyclés et qu'on a renvoyés au Congo, dans le but de nous maintenir dans la situation que nous connaissons toujours. Les preuves sont là. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire ici en nous disant qu'ils veulent nous aider. Le Congo a aidé le Rwanda. Vous-même, vous êtes là, vous êtes un produit formé par le Congo. Vous le savez. Je n'y reviens pas. Donc, merci, Monsieur le Président. Je vous dis encore une fois que nous tenons à la paix. Je vous remercie infiniment.
أشكر ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية على بيانه. On a des rapports consistants que le M23 renforce les positions. Alors c'est aussi, ce sont des pièces d'information qu'on discute avec le pays voisin, le Rwanda ici, parce que c'est très important d'avoir une relation étroite et honnête et sincère sur le rôle du Rwanda ici dans l'Est. L'ambassadeur de Obama chargé des crimes de guerre, un certain Steve Rapp, ancien procureur au tribunal rwandais, a annoncé que, comme Charles Taylor, M. Kagame pourrait bien recevoir le même traitement judiciaire pour son soutien au M23. Je pense que les causes, c'est effectivement à la fois des causes politiques qui sont le désir du Rwanda de contrôler ce qui se passe de l'autre côté de sa frontière avec le Congo, et puis des appétits qui sont le fait qu'il y a ce pays immensément riche juste de l'autre côté de sa frontière, et donc c'est tentant de venir le coloniser. Adam Hochschild, qui a écrit « Le fantôme du roi Léopold II » au sujet du Congo, a estimé qu'au moins 250 millions de dollars de ressources volées par an sont passés par Kigali. Depuis bien longtemps, des extrémistes rwandais Tutsis avaient lancé une campagne pour annexer une partie de l'est du Congo au Rwanda. J'avais été invité à l'époque sous un avocatier pour me dire nous devons décider. Kinshasa à 2000 km, Kigali c'est à quelques 2 heures de temps par taxi. Nous devons choisir. Et moi je dis, puisque chez moi à Bourora, c'est à 1 semaine de marche, il faut que je choisisse ce Gisenyi comme étant chez moi et oublier ma terre natale. Qu'est-ce qui fait que, comme Kigali est plus proche de Goma, que moi je choisisse Kigali comme étant la capitale pour moi. Et comme Kinshasa c'est à 2000 km, il faut que je dise Kinshasa c'est loin. Que le philosophie. Et ces gens-là, je vous dis, en 98 déjà, ils nous disent, Thomas, comme vous ne voulez pas accepter notre proposition, nous ferons de cette partie du territoire la somalisation. À Rubaya, à près de 80 km de Goma, cette zone minière est à 95% occupée par les Rwandais ayant chassé les autochtones. Tous ces espions rwandais communiquent directement avec l'armée rwandaise. Tous les mouvements paramilitaires rwandais qui sont venus comme des forces de rébellion se sont systématiquement transformés en partis politiques. Mais vous n'êtes pas en rébellion contre les puits, contre les mines de diamants ou les mines de coltan. Vous n'êtes pas en rébellion contre des objets. Vous êtes en rébellion contre des individus ou des institutions. Ce sont des éléments d'agression, ce sont des éléments d'occupation. Les minerais tels que le coltan aujourd'hui qui servent dans les GSM et dans toutes les nouvelles technologies, c'est les intérêts économiques des grandes puissances et bien sûr du Rwanda qui a envie de surseoir sur la puissance au niveau de Grands Lacs. Comme on ne veut pas parler d'occupation parce qu'on serait obligé, si on s'en tient uniquement au droit international, on serait obligé de condamner le Rwanda. Donc on préfère parler de rébellion, comme ça fait un peu joli. Mais en même temps qu'ils prétendent être en rébellion, ils occupent un territoire qui n'est pas le leur, ils pillent les richesses de ces territoires et ils massacrent les populations qui sont... Ils déportent les populations qui sont sur ces territoires pour que ces territoires restent des territoires vides d'habitants et que finalement les richesses qui y sont finissent par appartenir au Rwanda voisin. Je pense que la responsabilité de certains Congolais dans l'appareil d'État est, je pèse mes mots, criminelle. Quand vous signez des accords avec des gens qui ont massacré des millions de vos compatriotes,
quand vous signez des accords et que vous intégrez dans votre armée des gens qui ont commis des crimes, qui ont pillé les richesses de votre pays, normalement, s'il y a des poursuites criminelles, je pense que ces Congolais doivent se regarder dans la glace et regarder leurs compatriotes dans les yeux et leur dire qui ils sont. Le Congo a été en état de guerre pratiquement permanent pendant presque 20 ans. L'origine de l'invasion, bien sûr, est l'habileté de l'armée ougandaise et rwandaise à asseoir leur pouvoir en Ouganda. Ça nécessite des ressources, et ces ressources viennent de l'Est du Congo, mais aussi de l'international. Quand Museveni a pris le pouvoir en 1986, presque 500 000 personnes sont mortes. La prise militaire du Rwanda par M. Kagame en 1994 a causé la mort de peut-être pas autant que le FPR aime à le dire, mais sans doute des centaines de milliers de morts. Et si on prend en compte ceux du Burundi ainsi que l'Est du Congo, le total des morts s'élève à 8 ou 10 millions, beaucoup plus qu'en Europe au courant des 2 dernières guerres mondiales confondues, et ça continue encore aujourd'hui. Et c'est la population qui en souffre. Dès lors où vous vous ingérez dans les affaires d'un pays voisin, on n'est plus dans une relation amicale, on n'est plus dans une relation fraternelle. On ne peut pas réclamer éternellement la fraternité aux Congolais, mais sans apporter un minimum de loyauté dans les rapports de bon voisinage avec le Congo. Le président tanzanien, Jakaya Kikwete, accueille son homologue américain, Barack Obama. Le cas du Congo a aussi été au centre de leurs entretiens. Les Congolais ont besoin qu'on leur donne leur chance. Ils ont besoin qu'on leur donne la possibilité de vivre leur vie, d'élever leur famille. Ils n'ont pas encore eu cette chance à cause de trop d'années de conflits et de guerres constantes. Bien sûr, cette tragédie a empiré du fait que le Congo est riche en ressources naturelles et en potentiel. C'est à cause de ce conflit et de cette instabilité permanente que le peuple congolais n'a pu en bénéficier. La politique, c'est pas l'église, c'est un rapport de force. Le président Laurent-Désiré Kabila disait « la paix se gagne ». Et à l'époque, sur les boulevards, le grand boulevard, sur les artères principales à Kinshasa, il y avait des panneaux « La paix se gagne ». Bon, ben voilà, la paix se gagne. Je pense qu'il y a un niveau de mépris et de condescendance vis-à-vis des Congolais que moi, je ne supporte pas. Moi qui ne suis pas Congolais, je ne le supporte pas. Mais je ne peux pas imaginer une seconde que les Congolais vont supporter ça longtemps. Les peuples de la région doivent se lever pour dire « c'est assez ». Il est temps d'aller de l'avant. Et de ce fait, tenir ceux qui ont commis de graves violations des droits de l'homme responsables de leurs actes. Il faut que les Congolais se réveillent, qui se mettent debout comme une nationale, puisque ce que nos sœurs, nos mères, nos épouses subissent, c'est une honte pour toute la nation congolaise. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge et dire « trop c'est trop ». Une fois que le Congo sera définitivement tombé, eh bien, tous les autres Africains devraient chercher partout où ils iront se réfugier, parce que la même mécanique qui est utilisée par le Rwanda va être utilisée partout. Puisqu'on a déjà mis des troupes rwandaises au Darfour, on en a mis en République centrafricaine, on essaie d'en mettre un peu partout pour nous faire croire que ce sont ces gens qui sont en train de participer aux missions de maintien de la paix, alors qu'en fait, ils sont utilisés par les grandes puissances pour déstabiliser l'ensemble du continent et faciliter le pillage des ressources. Et je suis totalement contre cette histoire. Nous devons être capables, nous, de nous réapproprier notre destin, de nous réapproprier notre souveraineté, de nous réapproprier notre indépendance, notre espace politique, social, économique, donc nos richesses. Quand nous nous serons réappropriés toutes nos ressources, alors les autres ne se croiront pas autorisés à passer par le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi pour y avoir accès. Si la communauté internationale ainsi que toutes les autres puissances tiennent à la paix au Congo autant que dans le reste du monde, elles sont appelées à traiter directement avec la République démocratique du Congo.
et non avec des sous-traitants, criminels de surcroît, qui ont à leur actif près de 10 millions de cadavres sur leur conscience, puisqu'ils tiennent à leur vie si précieuse. Ils sont une fois de plus appelés à comprendre que celle des autres l'est aussi. L'argent du sang peut-il leur apporter le bonheur, à eux ou à leurs descendants, sachant qu'à quelques milliers de kilomètres, des millions de personnes continuent de mourir. Cette fois-ci, nous, peuple congolais, ne nous laisserons pas faire. Assis sur du trésor, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton or, t'embrouille dans des guerres. T'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Y a une ère nouvelle qui s'ouvre, veux-tu sortir de ta niche? Oh ma biche, aïe aïe aïe, africano, oh yeah. Africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Mettez les mains au Kendeko, africano, africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, africano, africano. Ce sur qui tu comptes ne jure que par ta honte. Oh, oh yeah, africano. Travail plus amour font vivre de beaux jours. Yeah. Monde a pris vitesse, Afrique a vu paresse. Alors qu'ailleurs on bouge, l'Afrique a pris refuge dans l'utopie du temps. Le passé est meilleur dans l'utopie de l'espace. Vivre mieux c'est ailleurs, oh grand bonheur. Aïe aïe aïe, africano, africano. Il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu travailles, oh yeah. Amen. Allons-y, man. Yeah. Africano, africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Télématukeme, africano, africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Africano, africano. Ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des contes. Télématukende, africano, africano. Travail plus amour font vivre de beaux jours. Télématukende, africano, africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Oh yeah. Télématukende, africano, africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Télématukende, africano, africano. Télé